De nos jours, le planning familial est un mouvement féministe organisé en réseau associatif dans le monde entier. Depuis sa création, ce mouvement n'a cessé de s'étendre. Le planning familial milite pour le contrôle des naissances. Sous couvert d'amélioration de la condition des femmes, que proposent ces associations et dans quel but? Pour tenter de répondre à ces questions, voici une présentation succincte de Margaret Sanger, initiatrice de ce mouvement, qui mettra toute son énergie au service des femmes et au droit à disposer de leur corps, en particulier par la libération sexuelle et les moyens contraceptifs. Dans l'intimité de Margaret Sanger. Margaret Louisa Higgins Sanger naît en 1879 à Corning, État de New York, et grandit dans une famille ouvrière catholique d'origine irlandaise. Elle est la 6e au sein d'une fratrie de 11 enfants. Son enfance est marquée par la pauvreté et la mort prématurée de sa mère à 50 ans. Elle croit alors que ses grossesses à répétition ont eu raison de sa santé. Ce fait douloureux marquera son activisme politique et social, notamment la nécessité de limiter les naissances. En 1902, elle se marie avec William Sanger, architecte, et ils s'installent à New York. Ils auront 3 enfants. Sa fille cadette décédera à l'âge de 5 ans d'une pneumonie. Anticonformiste et féministe, Margaret Sanger divorcera et se remariera avec un riche industriel, tout en préservant son indépendance sexuelle et financière. La loi Comstock. Infirmière de profession, elle est témoin de méthodes d'avortement rudimentaires, mettant en péril la vie des femmes. Témoin du décès d'une jeune femme, elle décide alors de braver la loi Comstock en informant sur les moyens contraceptifs. La loi Comstock, en vigueur depuis 1873, interdit la distribution d'informations en lien avec la contraception et l'avortement, jugés obscènes. Dans une Amérique chrétienne, elle va non seulement livrer une bataille acharnée contre l'État, qui ripostera par de nombreuses arrestations et incarcérations, mais également contre l'Église. La contraception est contre nature et va à l'encontre des commandements de Dieu. Elle est perçue comme un facteur de débauche et de déclin moral de la société américaine. La femme rebelle. Dès 1910, Sanger utilise le terme « birth control », contrôle des naissances, et commence à promouvoir son idée. Elle part en Europe avec mari et enfants pour découvrir les méthodes contraceptives et côtoie les néo-malthusiens dont les théories l'inspireront. De nature révoltée et exaltée, elle crée en 1914 le journal La Femme rebelle, dont le slogan est « Ni Dieu, ni maître » et dans lequel elle défend l'accès légal à l'avortement. Elle crée une première clinique de contrôle des naissances dans le quartier de Brooklyn, bravant ouvertement la loi. Quelques jours plus tard, la clinique est fermée, Margaret Sanger arrêtée, ce qui n'est fait qu'augmenter sa popularité. En 1917, elle fonde un nouveau magazine, Birth Control Review, revue pour le contrôle des naissances, dont elle est la rédactrice en chef durant 11 ans et qui vise à légitimer et promouvoir le contrôle des naissances grâce à ses articles écrits par des personnalités scientifiques, politiques ou littéraires. Elle obtient une première victoire en 1918, lorsqu'une décision de justice autorise les médecins à délivrer aux femmes mariées des informations sur la contraception dans un but uniquement médical. Contrôle des naissances et eugénique. Elle fonde en 1921 la Ligue pour le contrôle des naissances, qui deviendra en 1942 la Fédération américaine pour le planning familial, dont l'objectif est de, je cite, promouvoir la sélection eugénique des naissances à travers les États-Unis afin qu'il y ait plus d'enfants bien nés et moins d'enfants malades, une race plus forte, plus saine et plus intelligente. Fin de citation. Comme d'autres partisans de l'eugénisme, nombreux à l'époque, Sanger croit en effet souhaitable de travailler pour créer biologiquement une meilleure race humaine. Ainsi, elle prône la stérilisation de certains handicapés mentaux et physiques afin de limiter les naissances de populations indésirables. Elle croit également que si une femme donne naissance à plusieurs enfants, les plus jeunes de la fratrie sont nécessairement faibles. Dans sa revue, elle affirme, je cite, « La chose la plus miséricordieuse que la grande famille fasse à l'un de ses membres en bas âge est de le tuer. » Fin de citation. En octobre 1921, elle écrit dans un article intitulé « La valeur eugénique de la propagande pour le contrôle de naissance » que, je cite,
Le problème le plus urgent est de limiter et de décourager la surfertilité des attardés mentaux et des handicapés physiques. » Fin de citation. Elle fonde en 1923 à New York le premier centre de planning familial dont la mission est d'informer les femmes sur les moyens contraceptifs disponibles et de servir de centre de recherche aux médecins et scientifiques en vue de rassembler des preuves concrètes de l'efficacité des méthodes contraceptives. Son but est de faire reconnaître par la communauté médicale que le contrôle des naissances est une question de santé publique. Elle se heurte à l'opposition des conservateurs, qui refusent de légaliser la contraception pour des raisons religieuses et éthiques abordées précédemment. Au fil des ans, elle finance la mise au point du stérilet et lève des fonds pour développer et tester le premier contraceptif oral, la pilule Enovide, qui sera commercialisé à partir de 1960. Sur la scène politique. Depuis 1910, ses prises de parole publiques sont des succès. En 1927, elle intervient à Genève lors de la première conférence mondiale sur la population. Elle espère convaincre la Société des Nations que la régulation des naissances est essentielle pour résoudre le problème de la surpopulation. En 1932, avant l'arrivée des nationaux-socialistes au pouvoir, Sanger dévoile un plan pour la paix au Congrès démocratique international pour la paix. Lors de son discours, elle propose la mise en place de plusieurs étapes afin de répondre aux préoccupations malthusiennes en éliminant tout d'abord les déficients mentaux et les épileptiques, puis en isolant et en rééduquant analphabètes, indigents, criminels, prostituées, drogués, enfin en mettant les femmes qui souffrent de certaines maladies sous surveillance afin de les inciter à ne pas se reproduire. Le 30 juin 1947, à l'aéroport de LaGuardia, elle annonce aux journalistes que, je cite, « les pays affamés ne devraient pas mettre au monde de nouveaux enfants pendant 10 ans. » Fin de citation. Victoire et adhésion mondiale. Dès 1936, l'Association médicale américaine autorise les médecins à prescrire des contraceptifs aux femmes qui le désirent. À partir de 1942, l'expression contrôle des naissances, jugée trop controversée, est remplacée par planning familial. Ce changement terminologique définit la contraception non plus seulement comme un moyen au service de la femme, mais comme un moyen permettant d'améliorer la santé de la famille et de contribuer au bien-être de la nation. Cette stratégie en vue d'atténuer le radicalisme du mouvement et d'étouffer toute connotation eugéniste vaut à Margaret Sanger ainsi qu'au mouvement la reconnaissance et le respect toujours grandissant de l'opinion publique. Margaret Sanger meurt en 1966, quelques mois après la légalisation de la contraception pour les couples mariés, ce qui marque la fin de l'ère Comstock. Haine de l'Église catholique. Bien qu'issue d'une famille catholique, Sanger reniera sa religion et deviendra violemment antichrétienne. Elle affirmera à maintes reprises sa répugnance à l'égard de l'Église catholique, qui représente son principal opposant dans son combat. Dans un éditorial de la Revue du contrôle des naissances, elle révèle à propos des combats menés par son mouvement que, je cite, « l'Église catholique romaine est la plus pernicieuse politiquement et la plus menaçante pour tout mouvement progressiste. » Fin de citation. Connexion au nazisme. Sanger a pour amis, amants ou camarades des socialistes eugénistes tels H.G. Wells, Harry Lothling ou Havelock Ellis. Pour eux, pas de Dieu. Seul principe suprême, l'État décide en dehors de toute considération de morale intangible. Il faut détruire la famille, vue comme une institution bourgeoise, pour la remplacer par un contrôle étatique de la reproduction et de l'éducation. Ainsi, l'État peut contrôler la production des individus du futur, tant au plan quantitatif que qualitatif. Rappelons que Harry Lothling est à l'origine des lois sur la stérilisation eugénique qui seront calquées par les nazis et que Havelock Ellis est vice-président de la société eugéniste. La Revue du contrôle des naissances a préconisé dès sa création l'eugénisme positif en affirmant que la production de l'inapte soit découragée ou stoppée par la stérilisation. Ainsi, le programme Lebensborn aurait été inspiré par le mouvement de Margaret Sanger. En 1933,
Le magazine de Sanger reproduit un article écrit pour ses lecteurs anglais, Stérilisation eugénique, par Ernst Rudin, l'architecte en chef du programme de stérilisation nazi et mentor de Joseph Mengele. En 1938, alors que le programme nazi bat son plein, Sanger exhorte l'Amérique à suivre l'exemple d'Hitler et conclut que l'Amérique doit apprendre des nazis et s'acquitter de son propre mandat de se débarrasser des mauvaises herbes humaines. Nota. Le 1er février 2023, en France, le Sénat a voté pour l'inscription dans la Constitution de la liberté de la femme de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. La présidente du planning familial a salué cette victoire d'un combat partisan selon ses mots. Finalement, il n'aura fallu qu'un siècle pour que les idées eugénistes de Margaret Sanger puissent relever de la loi fondamentale de France.